Romain Agur, bonsoir, ancien commando du GIGN. Vous signez le livre Kouachi, l'assaut final. Précisons que vous avez justement participé à cet assaut. Pourquoi cette volonté de parler, de raconter? Est-ce que, alors ça va vous peut-être vous faire sourire, mais on vous a appris que ce que vous pourrez dire dans ce métier peut être retenu contre vous? Effectivement, ça peut prêter à sourire, mais non, l'envie de parler de cette mission, c'était un petit peu de la faire exister. Ça reste une belle mission du GIGN, ça reste une belle mission de la gendarmerie. Au final, c'est une réussite. L'otage a été libéré. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les terroristes vivants, mais malgré tout, on va dire que ça se termine quand même bien. Vous racontez une traque 24 heures sur 24, pendant plus de 3 jours, qui s'est terminée en déluge de feu, ce sont vos termes. Vous vous attendiez à un tel accueil? On s'attendait effectivement à une résistance, mais nous avons plus été surpris par la mobilité des individus, en fait. Leur réaction, dans ce que j'ai déjà expliqué comme étant une réaction à infériorité numérique, ils avaient bien intégré ce type de choses et ils ont parfaitement utilisé le mouvement et la puissance de feu qu'ils avaient à leur disposition pour essayer de résister le plus longtemps possible. Il faut dire que le GIGN, c'est une unité spécialiste d'opérations chirurgicales. Est-ce que les armes utilisées, alors on parle des Kalachnikov, des lance-roquettes, avec même une roquette engagée déjà, des grenades, des pistolets automatiques, et la méthodologie des frères Kouachi dont vous parliez à l'instant, vous a surpris? Non, à proprement parler. Après, je vous parle de mon expérience personnelle, hein, je ne parle pas au nom de l'unité, mais le GIGN s'attend depuis un moment à ce type d'individus. Depuis déjà quelques années, l'anticipation fait qu'on observe ce qui se passe sur les théâtres extérieurs afin d'anticiper au mieux, parce que nous savons que tôt ou tard, les modes d'action et les moyens utilisés en théâtre extérieur reviennent sur les territoires que ces individus souhaitent on appelle ça taper, quoi. Mais vous avez affirmé donc que l'ordre avait été donné de les cueillir, c'est votre terme, vivants. En même temps, comment vous faites pour les cueillir vivants lorsque il y a un tel déluge de feu dont vous parlez? Eh bien, en fait, ça reste relativement compliqué, hein, comme je le souligne et comme vous le soulignez également. Il faut prendre conscience que nous sommes des hommes, nous avons des familles, nous avons une formation, certes, de l'équipement, certes, mais pour ceux qui connaissent, il reste quand même des parties du corps en bon nombre qui sont découvertes. Même si on a des équipes médicales derrière qui sont capables de nous prendre immédiatement en charge et qu'on a moins de chances de mourir immédiatement, on a quand même une certaine appréhension à être blessé. Mais ça n'empêche pas qu'on va avancer quoi qu'il arrive afin de les neutraliser. Malgré le fait qu'il y ait un feu face à nous, la puissance du feu qui est autour de l'imprimerie à ce moment-là est quand même bien supérieure. On a beau viser les membres pour essayer de les faire tomber afin de pouvoir monter dessus et les interpeller vivants, ils ne nous laisseront pas le choix, en fait. Mais alors, Romain Agur, est-ce que vous parleriez d'un combat rapproché dans cette imprimerie? Ça reste un combat rapproché, effectivement. Les distances d'engagement qui sont dans une frange de 15 à 25-50 mètres sont relativement proches pour les puissances de feu et les munitions et les armes qui sont utilisées. Et à ce moment-là, effectivement, ça reste violent, quoi. Pourquoi vous dites que cette opération a changé la France, selon vos termes? Alors toujours, hein, c'est mon opinion personnelle, mais ça a marqué un tournant dans la façon, les objectifs qui ont été frappés, ce qu'on appelle des cibles molles. Je l'explique un petit peu dans le récit.
et le fait que à la fois Al-Qaïda et Daesh revendiquent les attentats par deux individus, j'ai envie de dire deux groupes d'individus synchronisés sur le sol français et par des Français, quoi. C'est-à-dire qu'avant, souvent, on avait des profils qui venaient de l'étranger, qui étaient formés à l'étranger et qui venaient frapper sur un sol étranger qui était la France. Et là, c'était la première fois qu'on se retrouvait avec des individus vraiment spécifiquement français qui étaient partis se former à l'étranger et qui revenaient pour taper sur leur sol natif. Hamidi Koulibaly, le terroriste de l'Hypercacher, avait annoncé tuer tous les otages justement de l'Hypercacher si le GIGN donnait l'assaut à Dammartin. Est-ce que votre chef, votre commandant direct vous a mis au courant de cette info ? Alors oui, effectivement, on a l'information que Hamidi Koulibaly, au sein de l'Hypercacher, a déclaré que si jamais nous donnions l'assaut sur l'imprimerie, il ferait un bain de sang, il me semble, c'est les mots qu'il avait utilisés. Ce serait un bain de sang au niveau des otages à l'Hypercacher. Alors vous le racontez dans votre livre, bien évidemment, l'assaut final contre les frères Kouachi. Comment on réagit dans ce cas-là lorsqu'on reçoit l'information de votre chef direct selon lequel véritablement il y a une coordination et des frères Kouachi et d'Hamidi Koulibaly ? Bah, évidemment, ça vous met la pression, mais pour nous, en fait, c'était assez clair parce que l'opération était déjà calée. On attendait en fait l'assaut l'assaut du raid sur l'Hypercacher, puisque la priorité leur a été donnée, question de bon sens bien évidemment, vu le nombre d'otages qu'ils avaient. Donc on attendait en fait un assaut de l'Hypercacher. Est-ce que vous avez l'impression, Romain Lagur, d'avoir écrit l'histoire ? Absolument pas écrit l'histoire. Cette histoire, comme je l'ai déjà dit, en fait, ne m'appartient pas. Elle appartient au GIGN et à la gendarmerie. Ensuite, j'ai entendu des choses personnellement dans le domaine, sans être péjoratif, dans le domaine civil, qui m'ont un petit peu choqué, dans le sens où on avait bien fait de buter les frères Kouachi. Moi, personnellement, ça m'a choqué parce que c'est pas du tout les valeurs de vie qui sont défendues par la gendarmerie, c'est pas du tout les valeurs de vie qui sont défendues au sein du GIGN. On est formé pour justement préserver la vie. Et à ce moment-là, quand vous entendez ce type de discours, ça vous touche parce que ce n'est pas du tout les valeurs que vous défendez et que vous défendez avec vos camarades au point d'être prêt au sacrifice ultime, quoi. Donc, oui, ça chamboule, j'ai envie de dire. Merci Romain Lagur, ancien commando du GIGN, d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de ce livre Kouachi, l'assaut final. Vous avez pris part à cet assaut justement en janvier 2015. Vous avez quitté depuis le GIGN en 2016, mais vous êtes toujours gendarme. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, je vous remercie.